petit bouquin qui est tout à fait excellent. Il m'en a envoyé le manuscrit quand il l'avait terminé. Et je lui ai dit tout le bien que j'en pensais. Et je le pense d'autant plus bien qu'avec Jacques Garrillo et Bertrand Leménissier, il y a maintenant presque 30 ans, ça devait être en 84 ou 85, on avait commis un bouquin sur les syndicats, le droit du travail, et j'ai retrouvé un certain nombre de thèmes, ces thèmes qui sont traités dans le livre de Simoneau, mais surtout, ce qui était intéressant, actualisé, ce que nous on n'avait pas fait. Donc il a actualisé, et c'est tout à fait au point, c'est très détaillé justement. Les années passent, on voit des tas de choses passer, mais on a du mal à garder un peu la synthèse, notamment sur le plan législatif, tout ce qui sort. Et de temps en temps, c'est bien d'avoir un livre qui, non seulement fait la recension de ce qui s'est passé, puis surtout en tire une logique, en tire un sens, et nous dit ce qu'il faut en penser. Donc, sans perdre de temps, je vais passer la parole à Philippe. Alors, tu as un micro qui est là. Merci, chers amis, merci, chers amis, d'être là si nombreux. Évidemment, ça me donne beaucoup d'émotion de vous retrouver, de retrouver d'autres amis à l'occasion de la sortie de ce livre. Le titre est volontiers un petit peu provocateur, mais finalement, l'actualité la plus récente lui donne une justification. Je veux parler de la lettre du patron de Titan à notre ministre du redressement productif, qui a fait la une des médias, évidemment. Et moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai entendu beaucoup dire dans les milieux proches du pouvoir, pour justifier cette politique, que mieux vaut être pauvre sans travail dans ce pays, dans ce beau pays qu'est la France. Mieux vaut être pauvre sans travail que d'être un travailleur pauvre, un pauvre travailleur. Et donc, la traduction de cela pourrait être mieux vaut être chômeur que être esclave chez Goodyear, ou esclave chez Titan, ou esclave tout court. Donc, il y a dans ce pays une spécificité, c'est pour ça que j'ai appelé ça le dilemme français, mais qui, à mon sens, je n'ai pas pu, dans un si faible volume, faire une étude de droit comparé, mais sans doute a contaminé tous les pays atteints par le Code civil. Et ça serait une étude complémentaire à faire, à comparer notamment avec, évidemment, les pays britanniques de la Common Law. Mais pour revenir au dilemme français, l'idée c'est qu'il y a un problème spécifique à ce pays vis-à-vis plus généralement du marché, de l'économie de marché, mais plus particulièrement du marché du travail. Et ce qui explique ce code du travail absolument proliférant, gigantesque, fouillis, instable, que l'on remanie sans arrêt, qui augmente chaque année de volume, et qui est, on l'a reconnu, finalement j'ai écrit ce livre avant l'accord historique, entre guillemets, du 11 janvier entre le MEDEF et quelques organisations syndicales, on a reconnu enfin que l'un des problèmes, même le problème majeur du chômage dans ce pays, c'était ce code du travail. Mais donc, cette spécificité française, il fallait l'analyser et remonter dans le temps pour en trouver les racines. D'abord, il y a une sorte de consensus dans ce pays fortement divisé, comme chacun sait. Il y a un consensus général qui va non seulement de la gauche à la droite, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, qu'on peut appeler l'anticapitalisme. Ce pays est anticapitaliste, profondément anticapitaliste. Et personne n'ose, sur la scène politique, dans l'offre politique, se revendiquer comme capitaliste ou comme défendant le capitalisme ou comme libéralisme. Mais le capitalisme, c'est un gros mot que personne n'ose employer. Par contre, la plupart des leaders politiques et des syndicaux, évidemment, sont anticapitalistes. Et il faut se demander pourquoi. Alors, on trouve ça
on connaît bien sûr les fameuses de Mitterrand sur l'argent, qui ont été reprises par Hollande, mais on sait moins que De Gaulle lui-même a employé ce genre de formule, comme quoi l'argent était l'ennemi de De Gaulle et donc l'ennemi de la France, puisqu'il se comparait, il s'identifiait à la France. Mais on trouve chez Balladur, qui est peut-être l'homme politique le plus proche des amis de Turgot, on trouve chez Balladur cette formule, le marché c'est la loi de la jungle, la loi de la jungle c'est le contraire de la civilisation, donc il faut réglementer le marché pour avoir un pays civilisé. Ce qui est un non-sens complet, puisque il n'y a pas de marché dans la jungle, évidemment. Le marché est une construction humaine, fondamentalement humaine, et donc ce brave Balladur, et il a dit ceci quand il était Premier ministre dans une interview au Financial Times, donc ça aggravait son cas. Donc il n'y a pas un seul leader politique dans ce pays qui défende le capitalisme. Alors évidemment, la raison de cela, il faudrait peut-être remonter dans le temps, mais je me suis concentré sur le marché du travail. Je veux dire aussi, pour ajouter à cette ambiance anticapitaliste, que l'enseignement de l'économie dans ce pays est un véritable désastre. Moi, je l'ai subi quand j'étais à la fac et à Sciences Po. L'ENA est une école, on peut dire, d'anti-économique. Mais depuis, je dois dire que ça s'est aggravé depuis que j'étais sur les bancs des écoles, parce que cet enseignement, soit pseudo-marxiste, soit pseudo-keynésien, non seulement est toujours enseigné, évidemment, rue Saint-Guillaume, mais aussi sur les bancs des écoles, parce qu'on a introduit l'économie dans le secondaire, malheureusement, on a le fait de s'abstenir, et donc toute une génération a été abreuvée de contresens économique, et surtout une espèce, toujours cette méfiance du capitalisme, cette méfiance du marché, cette méfiance du patron, cette méfiance des entreprises. Alors, ce chômage grandissant, qui reste pour moi, finalement les Français ont fini par s'habituer au chômage. On peut même dire, j'ai encore lu un éditorial dans le Nouvel Observateur cette semaine, que la France avait choisi le chômage. C'est un terme qu'on entend beaucoup. Il y a une certaine accoutumance à cette chose absolument monstrueuse d'un chômage de masse que l'on a maintenant depuis 30 ans, n'est-ce pas, depuis le premier choc pétrolier, depuis 1974. Et la mauvaise gestion qui avait été faite à l'époque du choc pétrolier par Giscard d'Estaing. Ce chômage de masse, pour moi, reste un objet de scandale absolu. Et je ne cesse de le dire, j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Alors évidemment, il y a ce langage politique qui dit qu'on fait tout pour lutter contre le chômage, mais en fait, personne n'y croit profondément. Il y a une sorte de comédie, un jeu de comédie qui fait que, bon, de temps en temps, même le plus haut responsable de l'État a même dit un jour, c'était Mitterrand, qu'on avait tout essayé, il n'y avait plus rien à faire. Puis on a repris, on dit que maintenant on fait tout. C'est le principal objectif de réduire l'emploi, de réduire le chômage. En fait, on réduit l'emploi. Oui. Alors, quand on essaie de remonter à la racine de ça, donc il y a cette méfiance générale sur l'économie de marché. Très peu de gens, finalement, ont conscience de ce qu'est un marché, de ce que c'est qu'un prix de marché, de ce que c'est que... C'est tout bête, pourtant, ça tombe sous le sens, il suffirait de 5 minutes pour l'exposer avec un tableau noir. L'équilibre entre l'offre et la demande, comment un prix fait un équilibre entre l'offre et la demande, et comment toute altération de ce prix entraîne des conséquences quasiment indéfinies sur l'ensemble du système économique. Tout ça est extrêmement simple, et tout cela n'est pas entendu, n'est pas compréhensible, n'est pas à la portée des médias et n'est pas à la portée des Français. Alors, sur le marché du travail, évidemment, c'est tout à fait... il y a une difficulté. Évidemment, c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire, un marché du travail? Pourtant, l'expression est employée. On parle de marché du travail. Ça. On
par le marché du travail, mais en même temps, on a une grande répugnance vis-à-vis de ce marché. Alors si on fait un peu de travail juridique, j'ai un peu enseigné l'économie du droit, donc ce qui m'a permis de retrouver, d'ailleurs j'avais fait des études de droit à l'époque, malheureusement oubliées, où l'économie et le droit étaient enseignés dans les mêmes facultés, ce qui permettait des traverses entre les deux disciplines qui ont été complètement oubliées aujourd'hui, malheureusement. Donc si on remonte dans le temps, sans remonter jusqu'à Louis XIV ou Vercingétorix, si on remonte simplement jusqu'à la Révolution française, on trouve le Code civil. On trouve le Code civil parce que au moment où Bonaparte rédige le Code civil, il n'est pas question encore d'établir une législation spéciale pour le travail. Le travail est quelque chose qui doit rentrer dans le droit commun, disons, le droit des conventions, le droit des contrats. Donc il n'est pas question, pour le moment, à ce moment-là, de droit du travail. Mais déjà, quand on parle de louage de service, en 1804, donc au moment de la rédaction du Code civil, il y a, et l'époque d'ailleurs, la Révolution elle-même est hantée par le droit romain, par l'exemple de Rome. Ça se voit aussi en peinture, les tableaux de David. Donc, au moment de la rédaction du Code civil, il y a une espèce de hantise de rétablir l'esclavage d'une manière ou d'une autre. Au fond, l'obsession de ces rédacteurs, on trouve cette trace de cette obsession dans les commentaires, que vous trouverez quelques extraits dans cet ouvrage que j'ai pu placer, dans les commentaires sur la rédaction du Code civil, il y a cette obsession de ne pas rétablir un esclavage, donc de rompre avec l'esclavage. Pourtant, l'esclavage est loin dans le temps, n'est-ce pas? On voit pas, mais il reste présent à l'esprit de ces révolutionnaires transformés en bourgeois. Le Code civil, c'est le petit livre rouge de la bourgeoisie qui va régenter l'économie française jusqu'à nos jours. L'idée, donc, le spectre, c'est vraiment l'esclavage. Et par conséquent, on considère que quelqu'un qui aurait obtenu, dans le langage d'aujourd'hui, quelqu'un qui obtiendrait un contrat à durée indéterminée, serait quelqu'un qui serait plus proche de l'esclavage que quelqu'un qui aurait un contrat à durée déterminée. Ce qui est assez paradoxal quand on pense aujourd'hui à ce qui se passe aujourd'hui, où l'ambition, la hantise, le désir de tous les gens qui pénètrent sur le marché du travail, c'est d'obtenir des contrats justement à durée indéterminée. À l'époque, le contrat à durée indéterminée, j'emploie des expressions modernes pour une situation où on ne les employait pas. À l'époque, donc, il n'était pas question de permettre à un employé de s'engager sur une longue période indéterminée, parce que ça aurait été reproduire la situation d'esclave. Donc ce qu'on admettait simplement, c'était des contrats à durée déterminée. Et d'autre part, et c'est beaucoup plus important, on faisait une distinction entre le travail manuel et le travail intellectuel. Distinction très importante, parce que dans le travail manuel, évidemment, il y a une hiérarchie, on considère le travail intellectuel beaucoup plus noble, beaucoup plus dans la hiérarchie sociale, beaucoup plus élevé que le travail manuel. Mais le travail manuel était considéré comme quelque chose qui était compatible avec les droits de l'homme, qui était compatible avec la propriété de soi. Pourquoi? Parce que le travail manuel ne faisait que vendre ses mains, le travail de ses mains, et n'engageait pas sa personnalité. Donc c'était tolérable. Donc c'était admissible. Ça ne pouvait pas reproduire l'esclave, ça ne pouvait pas être un esclave, puisque le travailleur manuel ne faisait que vendre le travail de ses mains et n'engageait pas sa personnalité. Par contre, il était absolument exclu que le travail intellectuel soit payé par des salaires. Le travail intellectuel ne pouvait encore
corps marchand, corps du marché, qu'en dehors du marché, ne pouvait être négocié qu'en dehors du marché, et il n'y avait pas de rétribution pour le travail intellectuel. Le travail intellectuel ne pouvait être récompensé que par des honneurs. Au fond, on était encore dans une sorte d'économie de dons et de contre-dons. Le travailleur intellectuel apportait, donnait le produit de son travail, et en échange, il en recevait des honneurs, qui sont bien vite devenus, évidemment, des honoraires. Et des honoraires qui se traduisaient par des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais il n'empêche que la distinction est évidemment tout à fait fondamentale. Elle permettait de rendre compatible ce qui n'est pas encore le contrat de travail, le louage de service, qui permettait de rendre compatible le louage de service, le salariat, disons, avec l'idée qu'on était propriétaire de soi, qu'on ne s'aliénait pas. Au fond, le travailleur manuel ne s'aliénait pas, parce qu'encore une fois, il ne vendait que sa force de travail. Alors évidemment, tout ça ne pouvait pas résister au progrès de l'industrialisation et à l'évolution même du travail, de la nature même du travail, où le travail devient de moins en moins manuel et de plus en plus intellectuel. L'idée de Charlie Chaplin dans les temps modernes est presque dépassée, n'est-ce pas, au moment où le film paraît, parce que déjà, même dans les usines taylorisées, peut-être qu'on va assister à un néo-taylorisme avec M. Taylor de Titan, mais disons à l'époque du taylorisme, il y avait malgré tout une certaine participation de l'intellect. Et évidemment, de plus en plus, l'intellect est présent, l'intellectuel, disons la personnalité même du travailleur est évidemment de plus en plus partie prenante dans le contrat de travail. Alors on a inventé, dans les années, tout ça est une longue évolution avec beaucoup de législation sur le travail des enfants, sur la limite horaire du travail, sur le travail de nuit, etc. Tout ça, tout un corpus qui petit à petit grossit. Et disons, après 1860 jusqu'à 1920, commence à se constituer un code du travail proprement dit. Et la notion même, qui n'existait pas à l'origine, la notion même de contrat de travail. Ce qui est très bizarre. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail? Quand on y réfléchit, un contrat, c'est un contrat, on voit bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail? Qu'est-ce qui est en cause? Quel est l'objet du contrat de travail? Et alors les juristes, il y a une littérature juridique, juristes gigantesque, évidemment, sur ce sujet. Vous trouverez là aussi dans ce petit livre quelques extraits que j'ai pu placer. Mais pour être plus complet, je vous renvoie au tome 2 de l'économie du droit, où j'ai développé il y a une dizaine d'années ces sujets de manière beaucoup plus ample. L'objet du contrat de travail, c'est la force de travail. On a dû inventer ce terme de force de travail en essayant, encore une fois, c'est toujours cette opération de dichotomisation dans le travail de l'intellect par rapport au manuel. Donc dans la force de travail, on a essayé de faire la même opération de séparation, de façon à pouvoir faire de la forme de travail quelque chose qui pouvait marchandiser, quelque chose qui pouvait rentrer dans l'échange marchand sans que pour autant la personne même du salarié ou de l'employé ou de l'ouvrier soit en cause. Évidemment, ce sont des constructions juridiques, sémantiques extrêmement subtiles. Des générations de juristes sont exprimés là-dessus, mais toujours cette idée qu'il était possible
de dichotomiser donc la personne humaine pour, en quelque sorte, en extraire la force de travail sans que la personne humaine soit aliénée par la marchandisation de cette forme de travail. C'est une construction évidemment extrêmement scabreuse, évidemment. Et évidemment, c'est un échec. C'est un échec que l'on voit tous les jours dans les entreprises. Il est absolument impossible de distinguer aujourd'hui, plus encore qu'hier et plus encore qu'avant-hier, de distinguer la force de travail de la personne du travailleur. C'est une vue de l'esprit, mais qui reste présente. Et, à mon avis, l'une des explications, justement, de cet immense code du travail, de cette réglementation tatillonne, incroyable, c'est justement pour compenser ce qu'il peut y avoir d'aliénant dans la vente de la forme de travail. Il y a quand même un terme qui existe dans le droit du travail, dans le droit du contrat de travail, qui exprime bien ce problème pour employer un terme marxiste, le problème de l'aliénation. C'est le terme lien de subordination. Lien de subordination. Dans un contrat de travail, il y a un lien de subordination de l'employé par rapport à l'employeur. C'est dit en toutes lettres. Et la volonté de l'employeur, pour ne pas dire la volonté du patron, c'est un terme maintenant qu'on n'ose plus employer, la volonté du patron se substitue véritablement. C'est comme ça que c'est écrit dans la loi, dans le code. La volonté de l'employeur se substitue à la volonté de l'employé ou du salarié. Donc, on est dans une espèce de méli-mélo où les fantômes de l'esclavage sont toujours présents, et donc pour les conjurer, on a fait cette prolifération de réglementation. Alors, je soutiens un propos qui est évidemment un petit peu scandaleux, qui a inspiré ce dernier petit ouvrage, c'est que, évidemment, en effet, le salariat est un esclavage civilisé. Donc, il n'y a pas cette rupture qu'a voulu instaurer, ces ruptures profondes, civilisationnelles, qu'a voulu instaurer la révolution entre l'esclavage et le salariat, ne tient pas. Et ce qui m'a amené à reconsidérer, je ne le fais pas dans ce petit ouvrage, je le fais dans ce gros ouvrage, ce qui m'a amené à reconsidérer l'esclavage lui-même, faire l'analyse économique de l'esclavage antique, ou de l'esclavage plus récent, d'ailleurs l'esclavage aux États-Unis jusqu'à la guerre de sécession, ou encore dans l'économie française ou anglaise. Donc, si vous voulez, on se fait une fausse idée de l'esclavage. D'abord parce que c'est un terme tabou. Qui ose parler aujourd'hui d'esclavage en termes non moraux, sauf pour l'agonie, trouver que c'est une chose absolument épouvantable. Mais je ne me place pas sur le plan moral, évidemment, que l'esclavage est condamnable sur le plan moral, c'est hors de question. Mais je me place sur le plan économique, sur l'analyse économique de l'esclavage. Et là, c'est une question
de droit de propriété. Bon, c'est un peu compliqué à dire en quelques mots, mais il y a un théorème qui est dit le théorème de Corse, qui est un prix Nobel américain, qui dit que les droits de propriété échouent si les coûts de transaction sont nuls, enfin je vous passe les détails, à la personne qui est capable de les valoriser le mieux. Quelle que soit la situation de départ. Vous distribuez des droits de propriété, en quelque sorte, au hasard dans une population, et si les coûts de transaction sont nuls, ils vont se retrouver entre les mains des gens qui sont les plus aptes à les valoriser. Et donc, on va avoir des gens des subordonnés et les patrons. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on constate dans la société. Et donc, l'esclavage antique est justifié par les auteurs de l'époque, un peu derrière leur raisonnement. Aristote a une théorie de l'esclavage par nature. Il y a des gens par nature qui sont esclaves et des gens donc par nature qui sont des maîtres. Et on retrouve cette idée dans la Bible aussi, mais sur un autre plan. L'idée, c'est que il y a des gens qui ne sont pas capables d'être propriétaires d'eux-mêmes. Et par conséquent, d'une manière ou d'une autre, pour leur bien, je ne suis pas en train de dire que j'approuve tout ceci, mais j'essaye d'expliquer la mécanique. Pour leur bien, comme pour le bien évidemment du patron, on retrouve le discours paternaliste habituel, pour le bien de l'esclave, comme pour le bien du candidat à l'esclavage, comme pour le bien du maître, il vaut mieux qu'il abandonne la propriété de son corps, la propriété de sa personne au maître. Et donc, il y a cette situation du maître avec l'esclave. Mais, j'ajoute tout de suite un bémol, cette chose un peu abrupte, c'est que aucune propriété n'est absolue. Il y a toujours quelque chose qui échappe dans la propriété que l'on a de quelque chose. Et par conséquent, et c'est ce qu'on observe dans l'histoire de l'esclavage, même dans la situation la pire, il reste quelque chose, il reste ce qu'on appelait le pécule, le péculium, qui est originellement, étymologiquement, c'est le petit bétail. Il restait quelque chose dans l'escarcelle de l'esclave, c'est-à-dire que le maître n'était pas propriétaire totalement des biens de son esclave, à tel point que d'ailleurs que l'esclave pouvait racheter sa liberté, ça veut dire qu'il avait quelque chose, il avait de l'épargne accumulée. Bon, je passe aussi sur les exemples d'esclaves célèbres qui ont laissé des traces dans la littérature, comme Terence, Phèdre, Ésope, Épictète. Tous ces grands noms de la philosophie grecque étaient des esclaves. Pour dire que... Et on retrouve dans l'économie antique la même configuration qu'aujourd'hui dans l'économie moderne. C'est-à-dire que vous avez des esclaves, des CDD et des CDI. Des gens qui ont un travail à vie, des esclaves, qui sont... l'intérêt même du propriétaire est qu'il soit bien nourri, puisque c'est son capital. Et donc ils sont bien entretenus, ils ont un emploi à vie, par rapport aux travailleurs libres de l'époque, qui eux crèvent de faim, ils sont comme des travailleurs précaires aujourd'hui. Et finalement, on retrouve cette configuration aujourd'hui entre les CDI et les CDD, c'est-à-dire que vous avez, c'est le problème le plus grave aujourd'hui de notre société, d'aujourd'hui même, c'est-à-dire que vous avez, disons pour 70% de la population, véritablement, c'est même pas des salariés, c'est des gens qui ont un statut dans les boîtes, dans les grandes boîtes. Et puis, à l'extérieur, vous avez des travailleurs précaires, des CDD, ou des chômeurs, des enfants de vie, qui sont peut-être libres,
sont peut-être plus libres que les esclaves, entre guillemets, des grandes entreprises qui sont en place, mais qui crèvent de faim. Donc, on revient dans l'actualité, dans la mesure où ce code du travail, dans toute sa complexité, le résultat est bien connu maintenant, c'est qu'il protège les gens qui sont dans le système, qui sont inside. Et que cette protection même, ça a été dit par d'autres que moi, beaucoup mieux, mais cette protection même, d'abord, rend beaucoup plus difficile, une fois que vous êtes sorti du système, d'y rentrer. Donc ça veut dire que cette protection engendre un chômage de longue durée. Il y a beaucoup plus de chômage de longue durée dans ce pays que dans d'autres pays. Les gens restent beaucoup plus longtemps au chômage. Ils ont beaucoup moins de chances de retrouver le système. Et ils sont, au bout de 3 ou 4 ans, quasiment détruits. Quasiment détruits, n'est-ce pas? Le chômage de longue durée est un destructeur de la personne humaine. C'est un drame. Et ça se termine. Je veux dire, le dilemme français se termine, on l'a vu, par des suicides. Bon. Donc, cette protection, évidemment, pour les gens qui sont dans le système, mais en même temps, ça renforce leur propre angoisse. Leur propre angoisse, parce qu'ils savent très bien que si la réception, si la conjoncture, si la mauvaise politique, on pourra en parler, de ce gouvernement, augmente le chômage, le résultat, c'est qu'ils vont sortir du système sans espoir d'y revenir. Donc, si on dit que ces Français sont... les sondages montrent que les Français sont angoissés, que les Français sont inquiets, etc., même les gens qui sont encore dans le système sont évidemment très inquiets. Et en plus, ils sont réduits au silence, évidemment. Et là, nous touchons à un problème proprement, là aussi, proprement politique. Pompidou, paix à son âme. Pompidou a dit un jour, c'était avant 68, a dit un jour, on était à 250 000 chômeurs. Pompidou a dit, si on passe à 500 000 chômeurs, ce sera la révolution. Voilà. Et on est à un niveau 7 fois plus élevé. Évidemment que les chômeurs ne vont pas faire la révolution. Ce n'est pas les chômeurs qui vont défiler dans la rue. Les chômeurs se tiennent tranquilles, ils sont silencieux, ils sont honteux, ils sont en voie de perdre leurs indemnités, ils vont se retrouver en fin de droit, etc. Sur les 5 millions de gens qui sont inscrits à Pôle emploi, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de droits. Donc c'est la misère dans les familles, les problèmes familiaux, etc. Et donc, ces gens ne vont pas bouger, évidemment, ce n'est pas eux qui vont faire la révolution. Et d'autre part, dans les entreprises, les gens se tiennent tranquilles, évidemment. Donc, c'est vrai que si on se place d'un point de vue politique, le chômage n'est pas inquiétant. On a passé tellement de cap qu'on peut se dire qu'on va encore passer un autre cap, avec la promesse d'inverser la courbe du chômage. Il y a quand même une chose qu'il faut rappeler dans cette histoire absolument scandaleuse du chômage en France, c'est que Giscard avait été battu en 81 parce que le chômage était passé au-dessus de 7%. Ce sommet de Giscard est devenu un plancher inatteignable aujourd'hui. C'est ça qui est formidable. Aujourd'hui, personne n'ose dire on va revenir à 7%. Si Sarkozy avait dit qu'il reviendrait à 5%. Évidemment, c'était pour rire. Donc ce plafond auquel Giscard s'est heurté est devenu un plancher inatteignable. Et le problème aujourd'hui, c'est que
Sarkozy a perdu aussi, parce qu'il avait promis 5%, il s'est retrouvé à 10%. Mais les 10% de Sarkozy vont redevenir un plancher, chers amis, un plancher qui va devenir inatteignable pour le prochain quinquennat. Et donc, le titre est justifié non seulement pour tout ce que je viens de vous dire, le titre de ce livre, Chômeurs ou esclaves, mais aussi parce qu'il y a une dialectique entre le chômage et l'esclavage. C'est-à-dire que plus il y a de chômage, plus les gens qui sont encore en emploi sont réduits au silence de l'esclave, et plus le travail devient travail d'esclave, moins il fait envie. Il y a quand même aussi un phénomène dont il faudrait parler, de chômeurs volontaires dans ce pays, de gens qui, avec l'aide de l'assistanat de M. Hirsch ou d'autres, refusent l'emploi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.